Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. Avant de démarrer, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits j'aime, les petits commentaires, de s'abonner, les amis, pour agrandir la chaîne. Ok? Allez, sans tarder, on démarre. Posez-vous une seule question simple, mais brutale quand même. Le jour où il y aura un conflit direct entre les intérêts d'Israël et ceux de la France, de quel côté seront vos ministres? Parce que cette proximité, cette complaisance, cette visibilité permanente avec une seule communauté, elle n'existe jamais quand il s'agit des musulmans, des mosquées ou de la cause palestinienne. La laïcité devient un outil de sélection, dur avec certains, souple avec les autres. Ensuite, regardez l'Europe. Un débat télévisé, une question simple. Comment se fait-il que Pedro Sanchez soit le seul dirigeant européen à se battre sur la Palestine et sur le Venezuela? Richard, on a. Catherine, on est près de la fin de l'émission. Oui, on n'a rien fait sur ce qui se passe à Gaza. On a laissé faire. On a fait 20 mesures de rétorsion contre les Russes. On n'en a pas fait une. On n'a même pas été d'accord pour dire qu'il y avait un problème avec la participation je sais pas quoi, là, au concours de l'Eurovision. Rien. L'Europe n'a pas pris une sanction à l'égard d'Israël. Ce n'est pas possible. Le seul qui est en train de faire quelque chose à l'échelle européenne, c'est Pedro Sanchez. Il est tout seul. Il va, avec les dirigeants des pays d'Amérique latine, contester ce qui vient de se passer au Venezuela. Comment c'est possible que Pedro Sanchez soit tout seul à se battre sur la question palestinienne, sur la question vénézuélienne? Il a dit non. Il a dit non à l'augmentation des budgets militaires. Trump a dit je veux 5%. Pedro Sanchez, il a dit non, moi j'ai mieux à faire, j'ai des hôpitaux et des écoles à faire. Donc je ne ferai pas 5%. Parce que les autres se taisent. La France se tait, l'Allemagne se tait, l'Union européenne se couche carrément. Faible, inexistante face aux puissants, utile seulement pour les communautés creux, ridiculisée sur la scène internationale, ignorée dès que Washington ou Tel Aviv parlent. Une structure sans courage, sans colonne vertébrale, sans souveraineté. Des dirigeants autocentrés, obsédés par leur carrière, leur poste, leur future reconversion. Des poltrons. Et celui qui parle devient immédiatement isolé, radical et problématique. En fait, aujourd'hui, défendre le droit international, est devenu une anomalie. Maintenant, les amis, écoutez bien ceci. Mais écoutez bien. Oui, ce n'est pas une blague, les amis. Oui, ça s'est passé en Israël. Ce pays qu'on nous vend comme représentant d'une démocratie exemplaire. Le plus moral au monde, paraît-il. En Israël, une manifestation a été organisée pour revendiquer le droit au viol. Tant pis, je dis le mot, si YouTube me censure, tant pis. Ils revendiquent le droit au viol des prisonniers palestiniens. Oui, vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. Prenez le temps de mesurer ce que cela signifie. Ce n'est pas une rumeur, pas un dérapage isolé, une manifestation. Des gens dans la rue pour réclamer le droit de violer. Des soldats, des prisonniers, des crimes de guerre transformés en revendications politiques. Arrêtez-vous une seconde et visualisez la scène. D'accord? Maintenant, transposez-la à un pays arabe. Une foule réclamant le droit au viol des prisonniers. Le mot barbarie, sauvage, retour au Moyen-Âge, intervention internationale aurait saturé les réseaux, saturé les plateaux. Ici, relativisation, silence.
justification, censure. Voilà la réalité, les amis. C'est ici que l'Occident perd toute sa crédibilité morale. On continue. Quand des responsables occidentaux justifient l'enlèvement, la capture, le kidnapping de chefs d'État étrangers au nom du fait qu'il serait un dictateur. Donc maintenant, être un dictateur donne le droit de violer toutes les règles du droit international, si je comprends bien. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas aller chercher le dirigeant nord-coréen? Et pourquoi? Pourquoi vous y allez pas? Ou bien quand il menace, comme Sauf il l'a que, pardon, fait, Manuel la Papa, Colombie le Groenland n'est ou pas le dirigé Mexique. par un dictateur. Est-ce Mais- que Maduro était un dictateur? Non mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. Et si vous l'acceptez, parce que la nature du régime vénézuélien ne vous plaît pas, alors ensuite vous allez ouvrir une boîte de Pandore, et vous l'avez vu vous-même, puisque l'administration américaine... Moi, j'ai pas d'avis sur la nature du régime vénézuélien. Il y a la répression des opposants, les prisonniers politiques, la violation des droits de l'homme, l'organisation Donc d'élections vous proposez frauduleuses. d'enlever le Non, 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 président de l'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le Non, je vous président demande du Yémen. est-ce qu'il était un président légitime? Je crois, Thomas Soto, Oui. qu'aux yeux des États-Unis, il y a manifestement des régimes qui leur plaisent et des régimes qui leur plaisent pas, et ça dépend pas de la nature plus ou moins démocratique de ces régimes, mais de l'intérêt économique que l'impérialisme américain trouve dans ces différents États. On doit s'opposer à toute prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis Donc, d'Amérique. Parce que tout simplement, les amis, le droit international n'existe plus. Il est devenu un outil contre les faibles. Regardez le Venezuela. Dès qu'un discours sort du cadre américain, il est disqualifié. Peu importe ce que disent les dirigeants locaux, peu importe ce que pense le peuple, une seule version est autorisée, celle de Washington. Le reste est traité comme du bruit. Autre fait troublant, un juge israélien qui présidait le procès pour corruption du Premier ministre Netanyahu meurt bizarrement dans un accident de voiture suspect. Je crois que c'est il y a moto, voiture, quelque chose dans le genre. Percuté pas par une voiture, elle était en moto, ou, je sais pas. Mais il y a un truc dans le genre. Peu importe. Imaginez une seconde que cela se produise en Russie, ou en Iran, ou au Venezuela. Les mots assassinat politique tourneraient en boucle. Ici, rien. Revenons en France, les amis. Julien Audoul donne des leçons sur la dilapidation de l'argent public. Petit détail quand même, je rappelle quand même à mes chers amis français, il est lui-même condamné pour recel de détournement de fonds publics. Et en plus de cela, il est entouré de personnes condamnées pour corruption de mineurs, harcèlement sexuel, travail dissimulé. Et puis ensuite, il y a évidemment le pass culture. Le pass culture, qui est en fait un pass islamo-gauchiste. Moi, j'avais interrogé Rachida Dati. Pas sûr que ce soit un pass Non, non, islamo-gauchiste, non, mais mais je pense surtout qu'il faut limiter intelligemment la façon dont on s'en sert. Jean-Marc, je caricature volontairement. Parce que ça fait Merci de le reconnaître. J'avais interpellé, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'avais interpellé Rachida Dati parce que dans le clip de promotion du pass culture, donc estampillé, ministère de la Culture, c'était défendu, c'était valorisé par une jeune femme voilée. Le pass culture d'une institution républicaine avec de l'argent public, d'une république laïque, il y avait une femme voilée. Effectivement, il y a la possibilité d'aller à des concerts antifa. Effectivement, il y a la possibilité d'aller à la fête de l'UMA, qui est quand même, quoi qu'on en dise, un meeting politique avec de l'argent public. Et vous avez donc cet ouvrage qui est commercialisé à la FNAC, qui peut être obtenu avec le pass culture. Évidemment que c'est choquant. Évidemment que c'est choquant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire un grand ménage dans la dilapidation de l'argent public via ce pass culture qui aujourd'hui favorise une certaine idéologie. Pendant ce temps-là, à l'international, Donald Trump, lui, se moque publiquement d'Emmanuel Macron. Regardez bien la scène. I want to really, yeah. But she gets it, and drop the thing. But I said to the friends, I called up,
As an example, France, just as an example, I like him, he's a nice guy. Emmanuel, you know Emmanuel Macron? I love the French accent. Emmanuel. They said, listen, you're going to have to raise your prices a little bit because we're paying 14 times more than you. That's a lot, right? We're paying numbers. In other words, we're making up for all of this deficit. No, Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most of the people call me Mr. President, except for people that don't respect me, they call me Donald, which there are probably a lot of them too. But they said, no. Putin calls me Mr. President. She calls me Mr. President. Emmanuel goes, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%, because I was told they wouldn't do it. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. Trump parle, Trump imite, Trump se permet de tout, Trump se moque ouvertement d'un président d'une nation respectée. Quand tu es fort, tu te permets. Quand tu es faible, tu encaisses. La France encaisse. Son président est tourné en dérision. On est très loin du gaullisme, très loin de la souveraineté, très loin du respect. Et ici, un fait, les amis, passe pourtant inaperçu dans tout ça. Le Royaume-Uni ouvre officiellement une ambassade de l'État de Palestine. Et là, on touche quelque chose de fondamental. C'est la seule reconnaissance irréversible. Ambassade, présence diplomatique, existence institutionnelle. C'est exactement ce que devraient faire tous les autres pays qui, soi-disant, reconnaissent la Palestine. Et c'est précisément ce que redoutent les sionistes. Et pour finir, les amis, l'opposition vénézuélienne. Toujours le même scénario. Quand un régime obéit, il est démocratique. Quand un régime, il résiste, il devient dictatorial. La démocratie n'est plus un idéal. Ce n'est plus une valeur. C'est un label, un outil de pression, une arme politique. On ne défend pas la démocratie, les amis, aujourd'hui. On l'utilise. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben voilà. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée, mais la discussion continue dans les commentaires, les amis. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. On se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, moi, je vous dis paix sur vous.